Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipresse et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques. Chers téléspectateurs de Africa Télévision, bonsoir et bienvenue dans votre émission Made in. Made in, cette émission qui fait le pari de vous présenter les actions de développement du Mali et de l'Afrique. Retour sur ce plateau dans ce magnifique décor de Azalaï Hotel qui nous accueille pour cette émission. J'ai avec moi le docteur Idrissa Sanogo, expert en développement local, et le grand reporter qu'on ne présente plus, M. Fousseni Maïga. Dans cette édition, nous allons parler de développement local, vous l'aurez deviné. Nous allons nous demander tout simplement qu'est-ce que c'est que le développement au niveau local. Docteur Sanogo, je vais de but en blanc poser cette première question. Est-ce que le terme de développement local est saisissable? Est-ce qu'on peut définir simplement le développement local? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Mais le développement local, si on peut le dire, ce n'est pas toujours facile de le définir parce que ça englobe pas mal de concepts et c'est toujours défini selon le point de vue des uns et des autres. Mais si on peut résumer, on peut dire tout simplement que le développement local, c'est un développement à la base où un certain nombre d'acteurs interviennent pour pouvoir proposer des projets ou des initiatives afin de faire rehausser le niveau de vie, la qualité de vie de leur localité. Voilà. Le développement à la base, comment est-ce qu'on peut le sous-entendre? Est-ce que c'est seulement le niveau de vie des populations? Quel peut être le paramètre ou le baromètre qui va nous permettre de jauger justement la qualité de ce niveau de vie, au niveau local bien entendu? Au niveau local, pour jauger la qualité, d'abord il faut comprendre que le développement local dans notre contexte est arrimé avec une dynamique qui est enclenchée, notamment la décentralisation. Donc c'est cette décentralisation à travers le code des collectivités qui crée un certain nombre de collectivités. Donc quand on parle de développement local, c'est vraiment un développement qui se passe au niveau des communes. C'est cela. Et les textes en la matière disent que chaque collectivité locale, chaque commune doit élaborer son plan de développement. Et les collectivités, le cercle doivent faire la même chose, les collectivités régions doivent faire la même chose. Absolument. Donc, dans ce document de planification, il y a un certain nombre de points qui sont inscrits, qui sont des projections de développement de la localité. Donc, il y a plusieurs initiatives. Et ces initiatives ont toutes une finalité. Absolument. La finalité de ces initiatives, c'est de pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Vous avez parlé de l'eau, l'électricité, il n'y a pas que ça, oui. Mais c'est aussi la concertation, c'est aussi le développement économique, c'est aussi faire des bons diagnostics, c'est aussi la participation de tout le monde. En fait, au niveau local, cette planification permet de prendre en compte les aspirations de tout le monde. Parce que pour pouvoir proposer ces projets qui sont un peu la finalité pour l'épanouissement au sein de la communauté, il faut que l'ensemble des acteurs participent ou contribuent à cette initiative. Donc c'est là où on va dans les diagnostics. C'est un diagnostic collectif qui va permettre de proposer un projet. Et si le projet est là aussi, il va falloir installer une dynamique
pour le suivi de la mise en œuvre et voir ultérieurement si les initiatives ont eu un impact. Mais comme vous le dites, là maintenant, la question que je veux poser, c'est-à-dire au niveau premier de cette définition-là, quand on va parler des services sociaux de base, peut-être commencer par vous, M. Maïga, vous qui aujourd'hui êtes dans ce rôle de grand reporter qui fait le tour du Mali. Quand il est question de ce développement local des services sociaux de base, est-ce que vous qui tournez dans le Mali, vous voyez cela? Est-ce que vous pensez que les populations aujourd'hui ont cette facilité d'accéder à ces services sociaux de base? Justement, je pense qu'au-delà de la définition théorique et des concepts, il n'y a pas de modèle classique, il n'y a pas de modèle de développement classique. Mais effectivement, dans les localités que nous sillonnons, le développement, c'est la réponse à un besoin des populations. Aujourd'hui, quand on va à l'intérieur du Mali, dans les différents villages, dans les différentes communes, il y a des communautés qui ont besoin d'un pont, qui ont besoin d'un centre de santé, qui ont besoin d'une route praticable, ou des communautés qui ont tout simplement besoin aujourd'hui de moyens et de capacités leur permettant de pouvoir atteindre une certaine autonomie, une certaine indépendance financière. Ce qui passe naturellement par les capacités de production. Oui, il y a beaucoup de communautés aujourd'hui qui ont ce besoin, mais en plus de cette réalité, il y a aussi des actions volontaristes qui sont menées à divers niveaux par les populations elles-mêmes, par des individus, par des projets et organismes qui permettent à de nombreuses communautés de pouvoir se développer. Donc, sincèrement, il n'y a pas de modèle universel de développement. Moi, j'estime qu'il y a un besoin dans une communauté. En apportant une réponse concrète et matérielle à ce besoin, nous amorçons le développement. Mais vous m'amenez à une réflexion, parce que tout de suite, dans les interventions du Dr Sanogo, il disait que le développement peut être apporté par des personnes qui portent des projets. Là, tout de suite, je comprends que les populations ont un rôle à jouer. Absolument. Là, la question que je me pose, docteur, c'est de savoir qui finalement fait le développement au niveau local. Est-ce que ça reste l'État au niveau central? Est-ce que ça reste l'État au niveau collectivité, SEC ou région? Ou c'est les populations d'abord? Qui est le véritable acteur de ce développement? Il y a plusieurs types d'acteurs de développement au niveau local. Il y a d'abord l'État, comme vous l'avez dit, à travers ses services déconcentrés. C'est cela. Vous avez parlé de l'éducation, la santé, les infrastructures. Les services de l'État qui sont à ce niveau-là, que ce soit au niveau commune, au niveau cercle, au niveau région, l'État intervient à travers ces services-là pour accompagner. Je viens de parler de la planification, qui est très importante. En réalité, c'est ces services de l'État qui aident normalement, c'est leur rôle d'appuyer ces collectivités pour qu'ils puissent avoir une cohérence dans les actions. Mais cette planification, elle est faite comment? Est-ce que nous avons des agents, bien entendu, de l'État, des mairies, du gouvernorat éventuellement, qui s'asseyent pour dire, bon, pour cette population, voici ce que nous proposons? Ou est-ce qu'à la base, ce sont les populations qui disent, nous pensons que pour notre développement, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Normalement, dans les textes et dans la pratique, c'est comme ça que ça s'est fait. Au fait, pour pouvoir faire cet exercice, c'est un collège qui se réunit. Au niveau de chaque niveau de collectivité, il y a des cadres de concertation qui sont mis en place. Et l'ensemble des acteurs interviennent. Vous allez trouver les services déconcentrés de l'État, les ONG qui interviennent, d'autres partenaires au développement interviennent, le secteur privé. Chaque acteur qui se trouve sur un territoire est convoqué. Comme ça, dans le plan même de développement, il y a tous les volets qui sont touchés. Est-ce que, pour une question concrète, peut-être que vous allez répondre tous les deux, mais vous d'abord, est-ce que les familles jeunes participent à cette planification? Vous savez, dans la mise en œuvre de ces différentes politiques, il y a ce que les textes disent et il y a aussi la pratique. Les textes sont formels là-dessus. Il faut impliquer les jeunes, il faut impliquer les femmes. Donc dans la pratique, ça ne se fait pas? Non, logiquement, ça doit se faire comme ça. Mais on a l'habitude de dire, informer les gens. La participation est différente de l'implication et c'est aussi différent de l'information. Donc, on peut venir juste participer à une réunion. Si vous n'y participez pas ou si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, c'est sûr et certain que le résultat ou le plan qui va découler et la mise en œuvre, quand la mise en œuvre va commencer, vous allez vous sentir lésé. Je vais saisir cette branche parce qu'il y a un élément qui est très important. Je comprends là que pour même participer à ces forats, on va dire,
il est important aussi de connaître de quoi est-ce qu'il est question. Voilà. Est-ce que vous, pendant vos missions, M. Maïga, est-ce que vous pensez que les jeunes, éventuellement les femmes qui prennent part à ce genre de débat, sont suffisamment outillés? Est-ce que l'État, dans sa globalité, met en œuvre des politiques de formation pour que ces populations puissent jouer une part active dans le développement local? Alors, en la matière, il n'y a pas de mécanisme formel de formation des collectivités, mais la planification est un outil qui repose essentiellement sur un document qu'on appelle le PDCEC, le plan de développement économique et social et culturel dans toutes les localités. C'est cela. Effectivement, dans la planification des activités, toutes les communautés sont représentées. Donc je pense que le défi aujourd'hui, ce n'est pas la représentativité sur la base de l'inclusivité, mais c'est la qualité aujourd'hui des différents intervenants qui participent dans l'élaboration de ces documents. Mais il y a un aspect aussi qui est très important pour nous qui sillonnons un peu dans les localités. Les besoins sont connus, les problèmes sont connus. Aujourd'hui, le plus important, c'est quelle alternative, quelle stratégie pour répondre à ce besoin. Et c'est en effet ici que l'État joue un rôle. L'État joue un rôle en tant que structure centrale, mais il y a aussi les collectivités qui génèrent des ressources, qui génèrent des revenus, qui doivent être capables de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez sillonné une bonne partie du Mali. Je sais que vous nous revenez là tout de suite avec un tout petit reportage sur le PAR. Je veux déjà savoir qu'est-ce que c'est le PAR. Alors le PAR, c'est le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, qui est un projet qui a été mis en place par le ministère des Infrastructures et de l'Équipement avec la Banque mondiale, qui a pour vocation aujourd'hui de faciliter l'accès des communautés paysannes au réseau routier. Aujourd'hui, quand vous prenez les communautés, il y a de fortes productions qui sont faites chaque année, mais soit qui pourrissent ou qui ne sont pas écoulées. Je ne vais pas vous permettre d'en dire plus parce que nous avons donc ce reportage et je vais inviter nos téléspectateurs à suivre ce petit voyage dans la région de Sikasso. La mise en œuvre du programme d'amélioration de l'accessibilité rurale dans la région de Sikasso a porté sur l'aménagement de 4 pistes pour un linéaire total de 240,85 km et un montant global de 5 361 790 616 francs CFA, y compris les aménagements connexes. Comme à Koulikoro, le même principe des aménagements connexes en plus des pistes rurales a été respecté. Pour cette première phase dans la région du Kénédougou, les interventions ont porté sur les pistes d'Ebela, Songuela, Baramana sur 19,59 km, Konsegela, Konina, Fleuve Glo dans le cercle de Koutiala sur 97,60 km, Tabarako, Doumanaba, Foncé-Bougou, Sibirifina sur 39,20 km et enfin Sibirifina, Doumanani, Ntchobougou, Blendio, Niena et Bretel Blendio, Kounyan sur 84,46 km. La transformation dans les différentes localités est d'ores et déjà perceptible. En témoignent ici quelques anciennes infrastructures sociales et les nouvelles mises à disposition dans le cadre de ce projet.
Dans l'ensemble, dans la région de Sikasso, 42 salles de classe ont été construites et équipées, ce qui favorisera le recrutement de 2500 nouveaux élèves. 7 écoles ont été clôturées, 4 centres de santé ont été construits ou réhabilités, sans compter les périmètres maraîchers et les points d'eau mis à disposition des communautés locales. Et aujourd'hui, avec la visite de Madame la ministre, nous avons vu que toutes les attentes des populations ont été réalisées avec satisfaction. Parce que si les bénéficiaires directs et la communauté est satisfait de ce qu'on lui donne, moi je pense qu'en tant que maître d'ouvrage, je vais être très satisfait avec eux. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de la qualité des travaux. Tout ce qu'on a vu vraiment, c'est de bonne qualité. Donc on souhaiterait que les autres travaux qui sont en cours pour la phase 2, phase 3 et 4 soient la même nature, la même qualité des travaux. Retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je sais que ce reportage est assez édifiant, mais M. Maïga, déjà, j'ai une question pour vous. Vous qui avez été en contact avec ces populations, comment est-ce qu'elles ressentent justement la venue d'un tel projet dans leur région, dans leur localité? Beaucoup d'émotions. Et aujourd'hui, quand on rencontre ces populations, le changement est plus ou moins concret dans leur vie. Nous avons sillonné des localités, par exemple la localité de Kessina, qui n'avait pas un centre de santé digne de ce nom. Aujourd'hui, un nouveau centre de santé a été mis en place. Et aujourd'hui, la capacité de prise en charge sanitaire est passée, si vous voulez, de 2 à 10 malades aujourd'hui. Un centre de santé qui ne pouvait pas accueillir plus de 2 malades, aujourd'hui accueille 10 malades. Un autre aspect très important, vous avez vu dans les images, les ponts dont disposaient les communautés et les nouvelles infrastructures qui sont mises à leur disposition. Un peu plus sécurisées. Vous avez vu aussi des routes cyclables. Dans l'interview du maire, il a dit il est dans une localité et le bureau de la mairie est à, si vous voulez, un certain nombre de kilomètres. Il a dit de manière assez édifiante, aujourd'hui, il parcourait 40 minutes pour 12 km. Aujourd'hui, avec la piste rurale, il ne parcourt que 15 à 17 minutes. Ça veut dire quelque part qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Plus la route elle est cyclable, plus les productions qui pourrissent dans les communautés, dans les champs pourront sortir, plus la route et la mobilité est assurée, les échanges de marchandises, les échanges d'expertise peuvent changer. Et aujourd'hui, je pense que dans toutes ces communautés, des femmes qui n'avaient aucune activité génératrice de revenus, qui sont dotées aujourd'hui de périmètres maraîchers, qui leur permettent non seulement de produire pour un changement de régime alimentaire, mais aussi pour générer des revenus qui leur permettent aujourd'hui de mettre leurs enfants à l'école, de soutenir leur mari dans les familles et de pouvoir être de véritables actrices du changement. Donc sincèrement... Juste rester sur la question des routes. Docteur, vous qui travaillez vraiment sur cette question de développement local, il l'a dit tout de suite, on sait que les routes sont importantes pour ces populations-là. Mais je me demande en réalité, quel type de route? Est-ce que ça peut rester comme ça, des pistes cyclables, non bitumées? Est-ce que ça aussi c'est le développement? Oui, c'est pas pour rien qu'on a l'habitude de dire que les routes, c'est un facteur de développement, surtout le développement économique. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de routes. Quelle qu'en soit la qualité ou la nature de la route, ça procure toujours ce que Fousseni disait tout à l'heure, la mobilité, la création d'emplois. Il y a toute une activité ou des activités qui se créent autour d'une bonne route. Et par rapport aux routes, on a ce qu'on appelle les routes revêtues. Donc, les routes revêtues, c'est les routes que vous connaissez, les bitumes. Ensuite, il y a des routes aussi en terre. Et il y a aussi des pistes rurales. Le projet dont on vient de voir le reportage, c'est vraiment un peu axé sur ces pistes-là. Mais quelle qu'en soit la nature de la route, si elle est bien faite, c'est vraiment l'impact, ça se sent tout de suite sur l'écoulement. Un peu comme disait le maire dans le reportage. C'est ça. Et là, on voit vraiment la joie de ce maire parce que c'est vraiment désagréable pour un élu. Vous savez, on est en décentralisation, on a des projets, tout ça, on a des partenaires qui viennent, mais parfois les localités ont des potentialités. Notamment dans la région de Sikasso où il y a des mangues, il y a des oranges, il y a pas mal de choses. Mais les populations n'arrivent pas à bénéficier de ces opportunités-là parce qu'il n'y a pas de route.
comment transporter, comment écouler. Donc quand on voit le reportage, la joie de ces populations, c'est vraiment, il y a la mobilité qui est là. Même si le projet ne fait pas de centre dans une localité, s'il y a la route, on peut facilement accéder à un centre, à une école aussi, ça a été dit. Voilà. Mais la question que je me pose maintenant, c'est vraiment de savoir. C'est vrai que la route, elle arrive par le biais d'un programme, d'un projet porté à la fois par le ministère en charge des infrastructures et par la Banque mondiale. Bon, aujourd'hui, je me dis que si ce projet part, est-ce que ces populations, bien entendu, il y a des revenus de générer, est-ce que ces populations auront un moyen justement de faire pérenniser, si on veut, ce projet-là? Est-ce que le fait que pour un premier projet, ce soit l'État qui accompagne avec les partenaires techniques et financiers, est-ce qu'après, les collectivités pourront supporter justement peut-être les frais d'entretien ou encore la construction d'autres pistes? Est-ce que vous pensez que les revenus qui vont être créés par ces routes-là pourront bénéficier aux collectivités directement? Oui, bien sûr. Vous savez, on parle de développement local, avec un peu les connaissances aussi en matière de projet. Vous savez, chaque projet, il y a un certain nombre de qualités qu'on doit retrouver dans chaque projet. Il y a la pertinence avec tout ce qu'on vient de voir dans le reportage, la joie, les élus, les femmes. Absolument. Vraiment, c'est un projet qui est pertinent. Et concret. Il y a aussi ce qu'on appelle la cohérence. La cohérence, c'est vraiment, le projet doit être cohérent avec les autres politiques. C'est pour cela que je dis, la planification doit tenir compte de ça. Vous savez, quand un gouvernement adopte sa politique générale, on ne peut pas savoir qu'il y a un lien entre cette politique et un PDC qui se trouve dans une localité à Sikasso. Après la politique générale, les différents départements doivent s'inspirer de cette politique pour élaborer des objectifs qui doivent être atteints. Normalement, les collectivités aussi doivent s'insérer de ça. Donc une intervention qui arrive, même si ce n'est pas porté par une collectivité, doit s'arrimer avec cette programmation pour qu'au bout de 5 ans, on puisse dire voilà ce qu'on a fait, manquer le gap par-ci, par-là. Donc ça, c'est la cohérence. Et l'une des qualités aussi, c'est la durabilité. Du projet. Et je pense à ça vous venez de poser cette question. Effectivement. Normalement, dans la mise en œuvre de ces projets, les initiateurs pensent généralement à ça. Vous allez trouver qu'il y a toujours des mécanismes pour pouvoir assurer l'entretien ou le suivi de ces infrastructures-là. Quand vous allez généralement dans une localité, je prends l'exemple sur les forages, quand un projet a comme objectif de réaliser des ouvrages hydroélectriques, vous allez trouver qu'ils vont mettre en place un système. Ce n'est que pour payer la maintenance. On va fixer souvent il y a ces collectivités-là qui se forment en comité de gestion. Voilà, comité de gestion, ça peut être délégué à quelqu'un, un opérateur privé. C'est pour pouvoir assurer cette durabilité du projet. Mais très concrètement, sur le projet du PAR, est-ce qu'il y a ce type de mécanisme? Oui, absolument. C'est très important. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de ce projet. Voilà. Il y a des brigades villageoises qui ont été formées et outillés pour pouvoir assurer l'entretien périodique. Et ce qui est intéressant... Quand vous dites former, ça se passe comment? En fait, dans chaque localité traversée par les différentes pistes, je voudrais revenir sur un aspect qui est très important. Le PAR aujourd'hui, c'est 45 milliards sur 4 ans, avec pour objectif de changer la vie de 650 000 personnes directement. Sur combien de communes ou sur combien de régions? Sur 2 régions, la région de Koulikoro et la région de Sikasso pour la première phase. Alors aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que dans toutes les localités traversées par la piste, les différentes pistes, il y a des brigades villageoises qui sont mises en place. Mises en place à partir de l'identification d'un certain nombre de jeunes dans la localité. Oui. Une fois ces jeunes identifiés, ils ont été formés et outillés avec tout le matériel nécessaire pour assurer l'entretien des pistes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place pour structurer ces brigades villageoises en groupement d'intérêt économique. Ce qui permettrait à l'État de pouvoir passer des marchés ou même aux collectivités avec ces brigades villageoises. Donc, nous créons une piste rurale, mais aussi nous formons des jeunes qui seront amenés aujourd'hui à faire aujourd'hui de l'entretien un métier. Et c'est un aspect qui est très important. Oui, ça nous prouve que le projet vraiment il est global, il est intégré. Ouais. Et
je me dis finalement que quand on voit ce type de projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut savoir qu'il y a une jonction entre l'État, je pense que vous l'avez dit, entre l'État et les collectivités. Absolument. Mais je reviens sur la question de la gouvernance, Oui. sur la question notamment de la mobilisation des ressources. Il est bien d'avoir des projets portés par la Banque mondiale, 45 milliards, c'est vraiment un investissement assez colossal. Mais derrière, est-ce que ces deux régions, Koulikoro et Sikasso, est-ce que les collectivités, individuellement ou collectivement, pourront mobiliser autant de ressources au niveau local? Est-ce que vous pensez que ce projet va permettre quelque part d'accroître substantiellement leur revenu en tant que collectivité? Oui, bien sûr. Vous savez, la mobilisation des ressources, c'est vraiment un débat. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État seul ne peut pas, les partenaires aussi ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut développer le civisme. Et avec le civisme, que les uns et les autres s'acquittent un peu de leurs devoirs, ça peut être une ressource pour l'entretien supplémentaire. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau même de ces collectivités-là, qui abritent ces infrastructures, que l'on développe une certaine expertise. C'est-à-dire que, vous savez, dans notre pays, on est un peu façonné depuis l'école primaire à attendre seulement de l'État. Malheureusement. Donc, il va falloir changer cela et que les collectivités profitent des opportunités qui se présentent à ce projet-là et prospecter encore plus. Absolument. Et je suis sûr et certain, quand vous regardez aujourd'hui au niveau de pas mal de partenaires au développement, ils ont des objectifs, ils ont des fonds, ils ont des financements, mais ce n'est pas comme ça. Donc, il faut développer des projets pour les phases 2. Le projet peut finir, mais la collectivité ou l'ensemble des acteurs peuvent initier aussi et chercher des bailleurs. Ensuite, les infrastructures qui vont être mises en place, le secteur privé qui va se développer. Moi, je pense qu'au niveau de ce territoire, c'est de développer des mécanismes. En fait, c'est toute une économie structurée et structurante qui se met en place. Mais j'ai une question de provocation pour vous, M. Maïga, ce sera certainement la dernière. Est-ce que vous pensez que les collectivités ont les moyens aujourd'hui de passer ce pas, de se dire l'État central, on n'en a plus besoin, on va nous-mêmes aller chercher nos ressources? Malheureusement, cette posture n'est pas encore adoptée par les collectivités. Pas totalement peut-être. Pas totalement, mais il revient aujourd'hui à l'État, il revient aux bailleurs de fonds de travailler à cela, de telle sorte que nos collectivités puissent développer un leadership, une sorte de réflexe. Un réflexe propre à chaque communauté et puissent développer ce leadership et se dire qu'il faut aller chercher des financements. Il faut monter. Aujourd'hui, il a dit dans son intervention, et c'est pertinent, les bailleurs de fonds ont des fonds. Aujourd'hui, il y a des structures qui ne demandent qu'à investir dans ce genre de projet. Mais derrière, il faut que les collectivités s'organisent, il faut que les collectivités montent de bons projets rentables et viables et puissent aller aujourd'hui à la conquête de ces fonds-là. Je pense qu'il faut y travailler et je pense que c'est seulement à ce prix qu'on pourra développer le maximum de collectivités au Mali. Mais au-delà du développement des collectivités, c'est vraiment le développement du Mali qui nous intéresse. Et c'est tout ce que nous souhaitons en tous les cas à ces collectivités. Je vais vous remercier tous les deux, Dr Sanogo, expert sur les questions de développement local et bien d'autres, sur les questions de gouvernance aussi, et M. Maïga, qui avec sa caméra nous ramène des réalités du développement au niveau national, au niveau local et bientôt au niveau panafricain. Mesdames et messieurs, l'émission consacrée à toutes vos actions de développement prend fin. Nous allons encore une fois remercier Africab Télévision et l'hôtel Azalaï. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture,
une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Hill, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipresse et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.